Ouais, je sais que ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo. Mais c'était pour le travail. Ah, ok, pas folle la blague. J'aurais dû suivre des cours pour améliorer mon humour pendant tout ce temps. Mais j'ai préféré jouer à Minecraft. Chacun ses priorités. D'ailleurs, avant que la vidéo commence, est-ce que tu connais Minecraft? Ouais, je recycle mes Bien sûr, vannes je vous ai parlé d'Europa Asterisk 4. et je t'emmerde. Non bon, plus sérieusement, Minecraft c'est tout et rien. Vraiment. Genre, c'est tout parce que c'est rien. Et c'est ça qui fait que c'est l'un des meilleurs jeux de la planète. Genre juste t'apparais dans un monde et c'est tout quoi. Mais à partir de là, tu peux tout faire. Genre, il n'y a pas vraiment d'histoire. Même s'il y en a qui essaient d'en trouver une, comme ce gars qui a résumé les recherches de la communauté qui cherche son histoire. Ça fait beaucoup de répétitions. Et d'ailleurs, t'as cette vidéo qui est cool et qui est en i, donc en haut à droite, je crois, ou en description. Mais c'est pas vraiment l'histoire officielle. Même s'il y a aussi la dimension de l'Inde, qui veut littéralement dire la fin, bah c'est pas une fin en soi. Car même si après avoir tué le dragon, il y a le texte qui dit haha bravo, t'es trop fort, bah le jeu s'arrête pas là. Genre tu peux continuer de vivre après quoi. Notamment pour aller chercher des élytres. En plus tu peux faire réapparaître le dragon à l'infini. Donc il y aurait plusieurs fins. Ou en tout cas une infinité de fins quoi. Donc il n'y a pas vraiment de fin. Enfin ouais, je vais pas faire longtemps l'éloge de ce jeu incroyable. Car il y a déjà des milliards de personnes qui l'ont déjà fait avant moi. Et en 10 fois mieux en plus. Mais c'était juste pour dire que ce jeu donne une liberté monstre en ne donnant rien à la fois. Et justement, c'est cette liberté qu'on va exploiter dans cette vidéo pour savoir comment faire une société sur Minecraft. Ouais, bah on n'a pas tous les mêmes préoccupations. Mais ces préoccupations, elles ne viennent pas de nulle part. En gros, il y avait des potes à moi qui avaient fait un serveur, ils étaient une vingtaine, et j'étais pas trop chaud pour les rejoindre. Car déjà, j'ai pas de compte Mojang, et que T-Launcher, bah il y a des petits virus, et j'avais pas trop envie de niquer mon PC quoi. Sauf qu'il y a mon pote qui m'a convaincu avec un seul argument. Ouais, mais il y aura des élections. Et j'ai fait oh. C'est comme ça que je suis parti avec ma gueule installer T-Launcher en 2-2 et rejoindre le serveur. Sauf que quand je suis arrivé sur le spawn, je me suis vite rendu compte qu'il était affreux. Genre regarde, il y a zéro harmonie, c'est horrible. Et après, trop bizarre les croix japonaises qui indiquent des hôpitaux, mais trop bizarre, je les ai jamais trouvées. Non, en vrai, c'est pas un serveur anarchie, mais plutôt un serveur anarchiste. Non, vraiment. Mais du coup, c'est comme ça que je me suis dit que j'allais faire une vidéo pour dire comment qu'on fait une vraie société. Enfin, un truc bien quoi. Enfin, mieux que cette merde, pitié. Voilà, alors installe-toi car cette vidéo va être un peu longuée, mais je vais essayer de la rendre intéressante. Je vais essayer. Avec des vannes pétées. Mais on n'est pas tous aussi marrants que monsieur là, hein. Bah voilà, du coup, courage. Et dis-moi ce que t'as pensé de la vidéo dans les commentaires après l'avoir regardée, s'il te plaît, Bébou. Non, ça m'intéresse vraiment. Grand 1, l'économie. Grand A, l'organisation. C'est là où le fun commence, car on va parler économie. Je suis quelqu'un de grave fun, mec, t'as vu? Non, le pire, c'est que c'est la partie la plus courte. Bref, donc comme tu l'as lu, on va parler de classe. Ouais, je sais, c'est marrant pour un communiste, mais ta gueule. Bref, donc qu'est-ce que j'entends par classe? Puis, en quoi c'est utile? Déjà, une classe, c'est une subdivision du travail entre des groupes de personnes. Ok, comme ça, c'est très chiant et incompréhensible. Mais en gros, imagine que tu veux faire une tour. Peu importe les raisons, imagine ça s'il te plaît. Mais imagine genre on est aux échecs et car la lol, la tour et genre la pièce qui peut se déplacer et tout. Ouais bah c'est la seule vanne politiquement correcte qui me vient aussi. Et pour cette tour, on va dire que tu veux transformer des blocs. Genre tu veux pas juste qu'elle soit en vieille cobble dégueulasse là. Mais tu veux qu'elle soit en pierre taillée parce que nique sa mère. Et donc t'auras besoin de cobble, la cuire pour en faire de la stone et en mettre 4 dans une table de craft pour avoir 4 blocs de pierre taillée. Bref. Du coup, ça va prendre énormément de temps de travail de faire tout ça seul. D'où la subdivision du travail. Genre, ok, si vous êtes 3 en tout, donc vous pouvez dire qu'il y en a un qui va chercher la cobble, l'autre qui la transforme, et l'autre qui la pose. Donc, il va y avoir 3 classes. Le mec qui va chercher la cobble, le mineur, le mec qui la transforme, le maçon, et le mec qui la pose, le maçon V2. Voilà, alors ça c'est cool si vous êtes 3, sauf que si vous êtes genre le double, comment on fait pour diviser le travail? Est-ce qu'on dit qu'il y en a 2 qui minent, 2 qui transforment et 2 qui posent? Et non, j'ai tombé dans le piège. Mouhahaha, je suis vilain. Ça s'entend. Non, maintenant, va falloir rajouter une autre dimension à tout ça. Le temps. Tu vas voir, c'est pas compliqué. Genre, faut juste faire des divisions, donc ça va, t'inquiète. Genre, on va dire que miner un stack de cobble prend 1 heure. Tout transformer prend une demi-heure, et tout poser prend un quart d'heure. C'est faux, mais c'est un exemple pour que tu comprennes. Et que vous êtes 6 en tout. Bah, s'il y en a 2 qui minent, 2 qui transforment et 2 qui posent, ben, ceux qui posent, ils vont quand même bien se faire chier. Dans cette configuration, il faut qu'ils attendent 1h30 pour un quart d'heure de fun. Donc c'est pas fifou. Donc le mieux c'est quoi? Ben, le mieux serait que le temps de production soit égal partout. Donc en gros, il faudrait que miner le stack de cobble soit égal à un quart d'heure, les transformer prennent aussi un quart d'heure, et les poser aussi. Et pour ça, faut savoir faire des maths. Donc être allé après le CM2. Genre comment on fait pour passer d'1 heure à un quart d'heure?
faut diviser par 4. Normalement, tu es censé avoir la réponse, bravo. Mais sinon, tu vas pouvoir te rattraper dans la question d'après. Comment qu'on fait pour passer d'une demi-heure à un quart d'heure? Faut diviser par 2. C'est bien, tu suis, enfin je pense. Voilà, alors à quoi ça nous a servi de faire tout ça? Bah, s'il faut diviser une heure par 4 pour obtenir un quart d'heure, et que un stack de cobble est produit toutes les heures. Il faut donc multiplier sa production par 4 pour avoir 4 stacks de cobble produits par heure. Et donc, un stack par quart d'heure. Je sais pas si tu arrives à suivre, mais normalement, il y a des petits schémas et tout. Donc j'espère que ça t'aide. Et ça, tu l'appliques aussi à la transformation de la cobble. Donc il faudrait mettre 2 mecs à la transformation de la cobble. Sauf que, flûte alors, il faudrait 7 personnes pour que tout soit bien optimisé. Mais on est 6, pas de problème, haha, t'enlèves juste une personne au minage. Comme ça prend 20 minutes pour miner un stack de cobble, 20 minutes pour la transformer, car il y aura un retard de 5 minutes, et un quart d'heure pour la poser. Mais reflute alors, on est bien plus, genre on est 10 à la construction, comment qu'on fait? Bah dans ce cas, c'est la merde. Non, bah soit t'optimises encore plus la production en ajoutant des classes, genre un mec qui va récupérer la cobble auprès des mineurs, ou alors tu rajoutes des gens au minage, ou à la transformation, voire même au placement des blocs si vous êtes vraiment nombreux. Ah mais reflute de flûte, on est plus que 2 car tous nos amis sont morts IRL. Comment qu'on fait? Bah là ce sera un mec au minage et un autre à la transformation et au placement. Bon, en gros, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ça marche comme les vieilles balances avec les bras là. Genre, faut que tout soit égal d'un côté comme de l'autre. Bah là, le temps de production doit être égal partout, pour tout bien optimiser. Sinon, ça prend du temps et on se fait chier quoi. Donc ça prend un peu de temps à réfléchir tout ça, mais il n'y a que comme ça qu'on peut optimiser la production de tout ce que tu veux. Alors ça marche aussi bien pour la construction que pour autre chose, genre la nourriture, etc. Grand B, l'automatisation. D'ailleurs, en parlant d'optimisation, on peut parler de l'automisation. Bon, il n'y a pas grand chose à dire, à part qu'il y a des trucs qui peuvent pas s'optimiser, je crois, genre le diamant par exemple. Mais après, t'as juste à chercher sur YouTube comment faire ferme à Minecraft et estimer ce que tu veux. Après, je trouve que ça enlève un peu de goût au jeu et ça peut te permettre de te focus sur la construction ou sur autre chose par exemple. Puis je peux comprendre que t'aies un petit peu la flemme de faire 4000 blocs pour avoir un lingot de fer, car vous avez déjà tout miné autour de la base. Mais tout ça pour dire que ça enlève l'un des buts de Minecraft, qui est de miner. Genre si Minecraft c'est que poser des blocs, je trouve pas ça ouf. On en parlera à la conclusion de tout ça. Donc reste jusqu'à la fin, j'ai besoin d'argent bébou s'il te plaît. Grand C, partage des ressources et marchandises. Bon, la première partie était courte, mais celle-là va être un peu plus longue. Genre vraiment. En vrai, là on va rentrer dans de l'économie économique, même si la production et l'automatisation l'étaient déjà, mais là peut-être un peu plus. Maintenant qu'on a vu comment on produit des ressources, avec la répartition du travail et l'automatisation, je vais te dire si c'est mieux de partager ou de créer une monnaie. Bah je pense que le mieux c'est de partager. Ouais, c'est étonnant venant d'un communiste, mais je dis ça en dehors de mes propres idées. Parce qu'en mettant toutes les ressources à disposition de tout le monde, et sans créer de monnaie, ça permet de moins s'emmerder sur tout plein de facteurs, comme l'inflation par exemple, et après, ça sert à quoi d'avoir une hiérarchie des classes? Ok, on a vu que le mieux pour produire, c'est de faire des classes, entre guillemets, mais l'argent, ça tue l'esprit d'équipe, puis ça crée les patrons. Et est-ce que t'as vraiment envie d'avoir un patron sur Minecraft? Je pense pas. Non, ce que je veux dire, c'est que l'argent, ça crée les riches et les pauvres. Et du coup, comme dans la vraie vie, bah, qu'est-ce qu'ils vont faire tes riches là, sur ton jeu de con là? Rien. Donc je vois pas l'intérêt. Car déjà que de rien faire dans la vraie vie, c'est chiant. Alors sur Minecraft, qui est censé te permettre d'un peu t'échapper de la réalité, je comprends pas le principe. Et si c'est dans le cadre d'un RP, avec des mods, je pourrais comprendre. Mais même, ce serait supprimer de la force de travail que de faire ça. Et à rajouter des difficultés pas forcément utiles. Du style... Et tu veux manger? Ben non, faut payer et t'es pauvre, loser. Du coup, tu vas mourir de faim. Et ça tue un peu le fun, à mon avis. Donc, on va pas forcément parler de tout ça ici. Peut-être dans une prochaine vidéo, si tu me le demandes et que je serai plus avancé dans le capital. En attendant, on va voir la marchandise. Ce qui est pas du tout pareil que la monnaie. En vrai, cette partie, elle concerne pas beaucoup de monde. Genre, elle est utile si t'es dans un serveur où il y a tellement de monde qu'il y a au moins 2, entre guillemets, civilisations. Ou pour faire des échanges à l'intérieur de ton crew de pros. Mais on a vu plutôt que tout mettre en commun était meilleur. Donc, je me contredis moi-même. Mais tu me diras si ça a été utile du coup, s'il te plaît. Bibou. Donc... Comment marche la marchandise, vas-tu me demander? Alors déjà, faut dire que la marchandise a 3 valeurs. Valeur quantitative, qualitative et d'utilité. Donc si on prend du diamant et qu'on le compare à un bloc de dirt, déjà il n'y a pas de qualité, mais seulement de la quantité et de l'utilité. Il faut que ce soit des blocs et une ressource. Alors si le diamant a plus de valeur que la dirt, c'est bien que pour avoir un diamant sans cheat, il faut passer presque des heures. Alors que de la dirt, en 2 secondes et quelques, t'en as à main nue. J'ai calculé. Et
Et après, le diamant est bien plus utile que la dirt. Avec du diamant, tu peux te faire des armures et des outils résistants, alors qu'avec de la dirt, tu peux pas en faire grand chose, à part la poser ou en faire des champs, et encore. Il te faudrait une houe. Justement, si tu prends une houe et une épée en fer, la houe sera un poil plus rare, car il faut un stick de poids de plus que pour l'épée. Après, niveau qualité, il n'y a aucune différence, car la durabilité est égale. Mais niveau utilité, bah ça dépend. Genre, si tu veux faire 3 km² de champ, la houe te sera beaucoup plus utile qu'une épée. Et inversement, si tu veux tuer des trucs. Bref, donc tout est relatif, ça fait réfléchir. Mais c'est pour ça que la monnaie et la marchandise, c'est assez complexe. Mais il faut réfléchir à ces 3 valeurs-là, pour pas se faire arnaquer. Aussi, si quelqu'un veut faire un échange avec toi, style, contre un netherite, tu me coupes un stack de bois, comment savoir si tu te fais pas arnaquer? Car peut-être que cette netherite te sera très utile, mais peut-être aussi que l'échange est pas très équitable. Car il est peut-être vrai que ce stack de bois te sera tout aussi utile, voire plus. Et pour ça, faut regarder le temps de travail nécessaire pour avoir un de netherite et pour avoir un stack de bois. Genre, si t'as des outils en diamant, le netherite te demandera beaucoup moins de temps à obtenir. On va dire un quart d'heure. Cependant, couper le stack de bois te prendra une demi-heure. Dans cette configuration, soit tu vas chercher toi-même la netherite, et tu fais pas chier, soit tu demandes à couper seulement un demi-stack de bois pour que ce soit égal. Mais là, t'es trop gentil, et si t'es un peu en mode malveillance max, tu peux demander 2 netherite, car t'es un foufou dans ta tête. Mais, autre configuration, si t'as que des outils en fer, il faut que tu ajoutes au temps pour trouver la netherite, le temps qu'il te faudra pour avoir une pioche en diamant, pour miner la netherite. On va dire 3 quarts d'heure pour la pioche, et toujours un quart d'heure pour la netherite. Alors il te faudra 1 heure pour avoir cette netherite. Or, couper un stack de bois prend toujours une demi-heure. Donc c'est worth d'accepter le deal, puisque c'est l'autre qui se fera arnaquer. Bon, voilà, là c'est avec des valeurs simples et précises, mais après il n'y a pas non plus besoin de faire des maths très poussées pour savoir si tu te fais arnaquer ou pas. Faut juste avoir un peu de connaissances et une conscience du temps suffisant. Et aussi, quand je disais que la marchandise et tout c'était complexe, c'est pas pour rien. Genre on a vu en tout dernier que c'est le temps de travail qui allait déterminer la valeur d'une marchandise. Mais ça peut changer selon les contextes. Déjà, comme on l'a vu avec la quantité. Genre 2 pioches vont être supérieures à une seule, vu qu'il y en a 2. Logique. Sauf si, au niveau qualité, tes 2 pioches sont au niveau de la mort, ou ont une durabilité inférieure à celle de la pioche que tu veux échanger. Exemple, 2 pioches qui sont l'une à 789 de durabilité, l'autre à 790. Alors ne vaudront pas ta pioche en diamant qui a 1581 de durabilité, car additionnées, elles ne seront qu'à 1579. Donc là, la qualité prime. Mais si la dernière pioche est à 790 et l'autre à 791, et que la durabilité de ta pioche est toujours à 1581, alors elles vaudront ta pioche. Enfin, en tout cas, elles seront égales. Donc, c'est pour ça que les 4 valeurs, quantité, qualité, utilité et temps de travail, sont importantes, mais doivent être prises en compte indépendamment les unes des autres, si tu vois ce que je veux dire. Mais aussi, la valeur peut changer selon l'utilité, car peut-être tu vas pas forcément en avoir besoin de ces 2 pioches dans tous les cas, et encore moins ça sont pété. Également, la force de travail dans tout ça permet de délimiter 2 choses qui vont pas forcément ensemble, ou 2 choses qui sont de quantité, qualité et d'utilité égales comme on a vu. Genre de la netherite et du bois, car sans force de travail, il n'y a pas forcément moyen pour rendre l'une des 2 choses supérieure à l'autre, puisque la qualité est certes plus élevée chez la netherite, mais la quantité l'est plus chez le bois que chez la netherite, et l'utilité peut être semblable. Bref, je sais pas si c'est très clair, mais en gros, avant d'accepter un deal, prends en compte la quantité, la qualité, l'utilité et la force de travail. Voilà, alors partie un peu longue et sans doute très complexe, mais je te dis pas ce que ça aurait été avec la monnaie. Mais c'est nécessaire quand on veut faire une société et du commerce. Et en parlant de trucs nécessaires, on va voir la plus longue partie de cette vidéo, qui est aussi chiante et complexe que la première, mais tout aussi utile. Je veux bien sûr parler du régime à choisir. Qu'est-ce qu'on s'amuse! Ambiance de folie ici! Wouhou! À ta place, j'aurais préféré regarder la dernière vidéo de l'Inquiétéracide qui est sortie hier, mais bon. Grand 2. Le régime. Grand A. La démocratie directe et représentative. Bon. D'abord, qu'est-ce que j'entends par démocratie directe? Normalement, si t'es en première avec l'EDS HGGSP, tu vois très bien de quoi je parle. Mais au cas où, qu'est-ce que quoi que ça veut dire? La démocratie, ça doit faire la 100e fois qu'on te donne l'origine du mot, mais je vais le faire quand même, c'est Demos et Kratos. Et pas le mec dans God of War, haha lol, hashtag humour, hashtag lol, hashtag blague. Et du coup, ça veut dire pouvoir au peuple. Enfin non, car juste Demos Kratos, ça veut juste dire peuple, pouvoir. Mais ta gueule, et fais-moi confiance car je suis plus intelligent que toi, j'ai des lunettes. Toc. Voilà, alors c'est très vague, ça veut plus ou moins tout et rien dire, mais en gros, dans la configuration que je veux te montrer, la démocratie serait quand tout le monde décide sans intermédiaire. Genre, du coup, tout le monde se réunit à un seul endroit et vote pour ou contre tel ou tel projet, sans qu'il y ait vraiment de chef. Car le chef, c'est tout le monde, et à la fois personne. Mais du coup, ça peut être pas mal d'expérimenter ça, ne serait-ce que sur Minecraft. Car ça fait que chaque décision est légitime, car tout le monde a pu la débattre, et donner son opinion, et la voter.
il y a quand même des points négatifs. Ou des complexités, comme le mode de vote. Genre par exemple, lorsqu'on dit qu'il faut qu'un projet A ait une majorité relative. Donc s'il y a 2 projets, il faut qu'il ait 50% des voix plus 1. S'il y en a 3, il faut qu'il en ait un tiers plus 1, etc. Ou alors, on dit que c'est la majorité absolue, donc 50% des voix plus 1. Encore, pourquoi ne pas faire aux 2 tiers des voix? Et dans ces 3 configurations, est-ce qu'on prend en compte le vote blanc, l'abstention, ou est-ce que ce serait pas mieux de faire au consensus, donc avec 100% de toutes les voix? Bref, il y a plein de voix possibles, même sans compter le fait de savoir comment on vote. Alors là-dessus, il y a plein de choix possibles. Donc si ça t'intéresse, tiens, des vidéos très bien faites de Diable Positif sur le sujet. Après, il y a aussi d'autres problèmes là-dessus, autres que ces complexités. Faut déjà que tout le monde soit suffisamment intéressé pour passer une large partie de ses journées à savoir c'est dans quel coffre on met le pain. Et après, c'est lent justement. Donc c'est pour ça que le mode de vote est super important. Mais malgré tout, peut-être que ça intéressera pas grand monde. D'autant plus si vous êtes là uniquement pour faire des bits. Pas forcément besoin de faire des votes pour ça. Et après quelques jours, les gens vont sans doute commencer à se lasser. Mais pas d'inquiétude, car face à ces 2 problèmes, lenteur et désintérêt, 2 solutions. Et ouais, il y en a qui bossent leurs vidéos ici, ou quoi là. Soit le parlementarisme, soit l'autoritarisme. Pour le premier, je vais pas en parler en détail ici, car pour que ce soit fonctionnel, il faudrait que t'aies beaucoup de potes. Et laisse-moi en douter si t'es arrivé jusqu'ici. Non allez, pourquoi il faut beaucoup de gens? Car je pense qu'en dessous d'environ 100 personnes, c'est pas très utile. Car justement, s'il y a moins de 100 personnes, pourquoi ne pas tout simplement faire une démocratie directe? Bref, donc pas très utile, mais si tu me le demandes, j'exaucerai tes vœux, et je ferai une autre partie en incluant ça dedans. En attendant, on va passer à la plus longue partie de ma vidéo, l'autoritarisme. Et oui, car quoi de mieux pour régler des petits problèmes que des grosses solutions. Alors du coup, voyons les goulags. Yay. Heureusement que je suis antifasciste et anti-staliniste, moi. Grand B, l'autoritarisme. Avant toute chose, je tiens à dire que si cette partie est beaucoup plus longue que la partie sur la démocratie directe, c'est parce qu'il n'y avait pas grand chose à dire sur la démocratie directe. Genre, il n'y a pas vraiment besoin d'organisation très structurée. Genre juste un point de rendez-vous, de la volonté suffisent. Alors que là, ça va être un poil plus structuré. Et donc complexe. Déjà, faut peser le pour et le contre. Car même s'il n'y a pas tant besoin que ça d'avoir une foule intéressée par les débats, et que les décisions seront plus rapides, si tu sais diriger, il y a aussi des points négatifs. Comme l'illégitimité de tes décisions, car personne ne pourra te donner son avis. Aussi, le fait que le fun puisse disparaître, surtout si tu fais des trucs pas très RP, comme vouloir mettre des commandes blocs pour empêcher une personne de jouer en la téléportant à l'infini à un même endroit. Bon, c'est pas très sympa, et la meilleure façon pour faire fuir tout le monde. Donc attention, faut être autoritaire, mais pas trop non plus, car la meilleure arme que les gens auront contre toi, c'est d'arrêter de jouer. Et tu seras bien dans la merde, car il te faut des gens pour exercer ton pouvoir, et pas l'inverse. Donc c'est bien beau de voir vite fait comment qu'on garde le pouvoir, et avant, faut l'avoir. 1. Comment qu'on prend le pouvoir? Pour commencer, range ton épée en netherite fraîchement enchantée, sharpness 100 000 et tes 1200 heures d'expérience en PvP. Puisque le faire par la force, au stade où on en est, c'est pas très utile. Non, ce qu'il faut faire, d'abord, c'est partir dans une logique bonapartiste, avec la légitimité populaire. Donc le mieux, c'est d'organiser des élections, quitte à tricher un peu. Pour dire, c'est moi qui a été élu, et si vous êtes pas content, c'est la même, hein. Et voilà, et de toute façon, je vous emmerde. Surtout toi, fils de pute. Oh la vieille chanceté. Comme en France, ceci dit. Bref, pour ce faire, faut laisser absolument le libre choix des élections, que tout le monde puisse se présenter, et que tout le monde puisse décider comment faire les élections. Mais c'est pas pour autant qu'il faut rien influencer, hein. Faut faire des faux compromis. Enfin, des suggestions sans qu'elles soient perçues comme ça. Exemple, est-ce que vous voulez qu'on dise que la personne qui a le plus de voix est élue ou pas? Comme ça, tu donnes l'illusion de laisser un choix, sauf que tu suggères quelque chose. En fait, t'empêches l'autre de réfléchir à d'autres modes d'élection. Car comme on a vu, il y a des milliards de façons de voter différentes. Mais sauf que ça t'emmerderait de devoir rassembler 2 tiers de toutes les voix, par exemple. Car ça voudrait dire avoir des compromis et avoir toute une stratégie politique. Et c'est pas ça qu'on veut. Bon, c'est un petit exemple, mais il y a de ça. Après, une fois que t'as bien légitimé l'élection, faut qu'elle devienne ton élection. Et pour ça, rien de plus simple que de tricher. Yay! Mais comment qu'on fait-on? Trop de fois on. C'est simple. Faut que tu organises des élections de la manière suivante. Il faut déjà que tu saches où va se tenir l'élection, très important pour la suite. Et une fois que tu sais, faut que tu proposes ça. Un coffre où on met le bulletin, un hopper qui mène vers un autre coffre où il y aura tous les bulletins. Et du coup, faut donner un bulletin à tout le monde. Exemple, s'il y a 3 candidats, A, B et C, faut que chaque personne qui aille voter ait un bulletin A, un bulletin B et un bulletin C. Cela dit, ça c'est juste pour mettre en place l'élection. Et comment qu'on fait pour la contrôler? Faut que ce soit toi, ou une personne de confiance, ce qui est mieux pour éviter tout soupçon, qui fasse le décompte. Comme ça, Yel pourra rajouter des bulletins à ton nom et en enlever aux autres par la même occasion. Ok, remise en situation, il y a 3 candidats, donc A, B et C. Il y a 10 votants et votantes, dont A, B et C. On va dire que tu es A, donc tu obtiens 5 voix, B 3 et C 2. Si vous avez dit que c'est celui qui avait le plus de voix qui a été élu, c'est bon, tu vas me dire.
Sauf que non, car ta légitimité sera plus grande s'il y a encore plus de monde qui vote pour toi. Sauf qu'il faut pas que ce soit trop visible. Donc tu peux enlever une voix à B et t'en donner une. Comme ça, t'as 60% des voix à la place d'uniquement 50%. C'est déjà plus stylax, non? Non, en vrai, faut faire gaffe. Car si B, il a 2 amis, bah ça va être bizarre qu'il n'ait que 2 voix, alors qu'il a voté pour lui-même. Et ça, soit ça crée une relation de paranoïa entre lui et ses amis, ou soit ça crée de la paranoïa envers toi. Bref, comme dans la vraie vie, faut savoir gérer et avoir un peu de chance. Mais sur 100 votes, c'est déjà plus simple de les trafiquer. Enfin, je vais dire, d'utiliser son influence pour rendre les résultats meilleurs pour l'ensemble de la communauté, bien évidemment. Mais cependant, flûte alors, t'as pas eu la majorité des voix, genre t'as eu à peine 3 voix sur 10, car t'as pas d'amis, et c'est un autre connard qui a été élu. Et tu peux même pas trop changer les votes, car sinon c'est cramé. Comment faire? Alors soit tu fais à l'allemande en 33, donc t'attends sagement qu'il y ait un terreau favorable à ta prise de pouvoir pour le faire relativement démocratiquement, ce qui veut dire mettre en place des stratagèmes pour convaincre un maximum de gens jusqu'aux prochaines élections, et c'est chiant. Ou soit tu as fait à l'italienne, style marche sur Rome en 22. Donc tu prends des gens qui aiment la baston, des armes, et tu vas menacer le mec qui a le pouvoir de te le donner. Ou tu fais comme Lénine de 1905 à 1919, t'essaies de provoquer la révolution comme tu peux et tu crèves 5 ans après l'avoir provoqué car t'es une merde. Mais là aussi c'est chiant, car faut mettre en place des stratégies et organiser un parti. Putain, on révise l'histoire, l'économie et les maths dans cette vidéo, c'est incroyable. Voilà, donc t'as plus ou moins cerné les 3 techniques. Maintenant, comment qu'on fait pour garder le pouvoir qu'on a eu plus ou moins démocratiquement? Bah je vais y répondre du coup. 2. L'organisation du pouvoir. Petit a, la légitimité du peuple. Ok, alors c'est là qu'on va commencer à rentrer dans une logique plus bonapartiste, enfin plus bonapartiste qu'avant. Le bonapartisme, pour rappel, c'est le fait de placer un dirigeant tout puissant, mais qui a la légitimité du peuple. Et là, t'es censé te demander, mais comment qu'on fait pour la légitimité de ce connard de peuple là, qui est jamais content, hein? Mais il y a plusieurs possibilités. Soit tu fais des mandats, pour toi, ou pour certains postes importants, mais dans tous les cas, faut que le système de vote soit le moins démocratique possible. Et les mandats les plus longs possibles. Exemple, tu peux remettre ton poste en jeu, mais déjà faut que ce soit celui qui obtient le plus de voix parmi les autres qui gagne, et que ce soit pour une durée très longue. Donc à l'échelle de Minecraft, ça pourrait être plus ou moins un mois. Et si t'es pas sûr de gagner, bah de toute façon c'est toi qui décides de qui compte les voix, ou tes opposants ont moins le droit à la parole que toi, ou faut qu'il y ait un contrôle des opposants. En mode, c'est le mec qui est à ton poste qui doit décider si ses opposants sont conformes, ou un conseiller nommé par lui, l'histoire de faire un peu plus démocratique. Enfin bref, il y a plein de solutions pour faire démocratie tout en étant sûr de gagner. En gros, faut que ça respecte cette citation approximative d'un mec qui a été plus ou moins important dans l'URSS. Les élections c'est bien, mais c'est mieux quand on sait qui va les gagner. Voilà. Bon, c'est approximatif, hein. c'est très approximatif. Mais mettre en cause ton poste de façon régulière, ça t'emmerde. Car bon, merde, hein, à un moment, voilà quoi. Mais pas de problème, tu peux aussi faire des référendums une fois que t'en as envie, en appliquant les mêmes conseils que je t'ai donnés plus tôt. Et t'es même pas obligé de démissionner si le référendum t'est défavorable. Car dans tous les cas, t'écoutes ce connard de peuple ingrat, et c'est déjà pas si mal. Enfin, à vrai dire, t'es pas obligé. Mais fais un effort à un moment aussi. Alors faut pas que ce soit trop visible, que tu complexifies tout pour gagner, ou que ce soit trop fréquent ce genre de vote, sinon ça fait un désintérêt pour le vote, et peut-être un désintérêt pour le serveur Minecraft. Donc tout ça c'est à doser. Aussi la légitimité du peuple, ça passe pas forcément par les élections, où le peuple peut se réunir contre toi. Mais tu peux aussi faire la technique RN ou reconquête, diviser pour mieux régner, et faire genre que tu es du côté du peuple, alors que tu les baisses fort. Bah ouais, quoi de mieux que d'occuper les gens à se taper entre eux, pour éviter qu'ils tapent sur toi. Donc on va dire que t'as toujours pas de potes, et qu'il y a moins de 100 personnes sur ton serveur. Donc pas assez de gens pour faire d'autres villages ou civilisations par exemple. Comment qu'on fait? Bah, il y aura forcément des groupes de personnes qui vont se former. Et dans ce cas, tu t'allies à certains et tu dis que d'autres sont pas bien pour X ou Y raison. En fait, il n'y a pas forcément besoin que la raison soit très poussée ou prouvée, tant que tu dis parce que, ça passe. Exemple avec la vidéo de Taoukan sur le sujet, tu peux dire que quelqu'un est pas s'intégrer tout en refusant de l'intégrer. Enfin bref, c'est ultra simple et très utile pour garder un pouvoir sur les comptes de gens. Voilà. Maintenant tu sais, en partie, maintenir ton pouvoir, mais c'est pas assez. Donc on va voir une autre façon plus ou moins efficace. Petit b, développer la classe moyenne. Bon, la partie précédente était peut-être un peu simple. Il faut bien que ça se complexifie à un moment, hein. Donc, ce que j'entends par classe moyenne seraient les fonctionnaires dans la vraie vie. Et ici, ça peut être l'armée ou même les juges. Mais à quoi ça sert tous ces trucs? L'armée va tout d'abord te servir à taper sur tous les gens qui sont pas forcément d'accord avec toi, et la justice va te servir à légitimer tout ça. Dans l'idée, c'est ça. Mais comment qu'on organise ça? Bah déjà, l'armée, il faut qu'elle te soit le plus fidèle et obéissante possible. Car ça peut être un couteau à double tranchant. Effectivement, c'est elle qui doit être la seule à pouvoir s'armer, et donc la seule à pouvoir taper sur les gens. Mais ça veut aussi dire pouvoir taper sur toi si elle est pas très contente. Et ça, c'est pas ce qu'on veut. Et comment qu'on fait pour qu'elle nous soit fidèle? Faut tout lui donner.
pas trop non plus, mais suffisamment pour qu'elle te soit reconnaissante. Comme Staline pendant la Deuxième Guerre mondiale, où il donnait toute la nourriture à l'armée et aux scientifiques, l'histoire d'être sûr que l'armée lui soit fidèle, et pour éviter qu'elle meure de faim aussi. Donc faut que ce soit des privilégiés, disciplinés à des chefs que tu auras rigoureusement choisis parmi tes copains. Cependant, il y a toujours un risque qu'elles te trahissent. Donc pour limiter ces risques-là, tu fais toujours comme Staline. Tu espionnes ton armée, et si tu sens qu'il y en a qui peuvent représenter un danger pour toi, on n'hésite pas trop et on les exécute, ou les envoie au goulag, histoire d'être sûr que l'armée te soit fidèle. Mais ça suffit pas forcément, car tuer des gens, c'est pas bien. Sauf si c'est justifié. Ouais, c'est un peu horrible dit comme ça, mais c'est vrai. Mais comment justifier ça? Bah toujours en suivant tonton Staline, bah tu fais des procès où tu sais déjà qui va être condamné, car le juge c'est ton pote. Et de toute façon, s'il fait pas ce que tu lui dis de faire, bah il va peut-être pas forcément rentrer chez lui ce soir, car tu sais, les loups, c'est dangereux, et l'accusé a pas forcément choisi son avocat, donc si ça pouvait être ton pote qui fasse exprès de faire de la merde, c'est bien, alors tu le choisis pas. Mais il faut qu'il sache que s'il défend trop bien son client, il rentrera pas chez lui non plus ce soir-là, vraiment par pur hasard. Hein. Voilà. Après, essaie de faire en sorte que ce soit pas trop visible tout ça. Donc fais bien durer les procès. Et fais que les accusés moins dangereux pour toi soient acquittés, histoire que tu puisses dire que la justice est indépendante. Car elle tue pas tout le monde, on envoie pas tout le monde au goulag. En gros, c'est un peu comme le théâtre. Faut que les gens y croient sans qu'il y ait trop d'effets spéciaux. Du coup, au théâtre, tu vas pas faire une scène où les gens vont sur Mars. Bah là c'est pareil, tu vas pas condamner quelqu'un s'il y a même pas matière de l'accuser. Mais retiens que le procès, c'est déjà censé être un petit coup de pression, donc c'est toujours bien de s'en servir. En continuant sur la métaphore entre théâtre et procès, faut que tout soit écrit, que le juge et les deux avocats savent ce qu'ils ont à dire. Tout doit être orchestré pour que ça te soit le plus favorable possible, et donc le plus crédible possible aux yeux des gens. Malgré tout ça, flûte alors, certaines personnes doutent du verdict du procès, et pourraient déclencher une révolte. Comment faire ? Alors du coup, tu fais une loi pour dire que c'est interdit de remettre en cause la parole d'un juge, et tu fais juger les personnes qui doutent de ton pote. Enfin, du juge totalement indépendant, bien sûr. Flûte alors! Et elles sont de plus en plus nombreux. Bah, du coup, tu refais le procès original en créant soit plus de preuves pour accuser l'accusé, ou soit tu l'acquittes. Après, c'est pas tout, car il manque le côté propagande, mais pour ça, il faut avoir des modes, enfin en tout cas c'est mieux, ou des packs de ressources. Donc je vais pas m'éterniser là-dessus, mais en gros, faut des gens spécialisés et que la propagande ne représente pas la réalité, mais son contraire. Exemple dans la réalité justement, avec le grand bond en avant de Mao Tse-tung. En gros on montrait des assiettes remplies de nourriture sur les affiches de propagande, alors qu'il y avait vraiment aucune nourriture dans le pays. Grand 3. Conclusion. Ah, la partie 11 qui marque bientôt la fin de la vidéo, et j'en suis fier. Ouais, je fais des autorefs. Non bon, tout ça pour dire quoi? Pour dire faire. J'arrive pas à m'en remettre. Mais aussi pour dire que t'as pas d'amis, car t'as regardé près d'une demi-heure d'une vidéo de merde faite par un enculé sur un jeu de con, au lieu de regarder l'Inquétéracide quoi. Bref. Non bon ok, sérieusement, j'espère que cette demi-heure en ma présence t'a servi à deux choses. Déjà avoir du pouvoir, c'est important, mais aussi qu'avec rien, on fait tout. Ça fait réfléchir, ouais mais c'est surtout vrai. Genre Minecraft à la base c'est juste des blocs que tu dois casser. Mais je t'ai montré comment organiser une société sur ce même jeu. Et quand je disais que Minecraft c'était un jeu de con, bah c'est vrai car c'est juste casser des cailloux à l'infini, mais dans le but d'en faire quelque chose de plus grand. Non, en vrai, je sais pas si tu te rends compte de la puissance de Minecraft, car toute sa puissance réside finalement dans sa liberté. Mais ça, on le verra bien plus tard. Mais l'inverse marche totalement. Avec tout, bah tu fais rien. C'est notamment Joueur du Grenier qui l'a développé dans cette vidéo qui est très intéressante, comme toutes ces autres vidéos d'ailleurs. Et du coup, ce que je trouve dommage avec Minecraft, c'est qu'en essayant de rendre le jeu plus accessible, Mojang tue la force propre qui émane de cette masterclass. Car comme j'ai également prouvé, la force de Minecraft, c'est sa sociabilité. L'entraide entre joueurs pour progresser. Que ce soit pour créer une société comme dans la réalité, ou juste pour savoir comment qu'on craft des trucs. Et en essayant de créer une histoire autour du jeu, un quasi tuto qui te dit sur quelle touche appuyer pour faire quoi, ou comment assembler des trucs entre eux, bah je trouve que ça dénature un peu le jeu. Mais je suis un peu hypocrite en disant ça. Car bien sûr que je m'en sers de ce petit livret. Finalement, Minecraft, bah c'est déjà la vie. C'est juste démerde-toi et fais ce qui te plaît. Après tu verras les conséquences. Car quand tu nais, bah rien te dit comment respirer, faire battre ton cœur, etc. C'est instinctif. Ou alors tu l'apprends grâce aux autres, en observant les autres par exemple. Et c'est pour ça que Minecraft est déjà une simulation de la vie sans que ce soit trop complexe. Car en te donnant une liberté totale, c'est l'homme qui crée la complexité. Mais on verra aussi ça dans une vidéo qui arrive plus ou moins bientôt. Mais du coup, Fuse3 a raison et tort en disant que la force de Minecraft réside uniquement dans sa communauté. Car oui, c'est la communauté qui crée des forums où on s'entraide, c'est la communauté qui se crée elle-même les histoires autour du jeu, et c'est aussi la communauté qui crée des ajouts au jeu selon ses propres besoins, genre avec des mods pour les serveurs, des databacks pour des youtubeurs, etc. etc. Mais là où Fuse3 oublie quelque chose, ou en tout cas le néglige, c'est que tout ça, c'est permis par l'absence de contenu du jeu. Car si tout était dicté, ben rien de tout ça existerait. Ou serait alors beaucoup moins développé.
Enfin bref, je dirais que Minecraft est un jeu éternel, un jeu qui a résisté, résiste et résistera, je l'espère, pour toujours au passage du temps, tout comme les Lego ou les Captcha pour les vrais boys ou les vrais girls. En fait, Minecraft, de par cette liberté et les possibilités qu'il offre, est bien mieux que vos Roblox ou Fortnite à la con là, qui n'offrent rien de comparable et qui ne sont que des modes passagères. Genre Fortnite c'est bientôt finito. Hein. Enfin, c'est finito. Bref, j'aimerais te laisser avec une phrase qui me fait sentir philosophe, alors que je suis juste un vieux mec chelou en slip dans sa chambre qui pue. Tout n'est de rien, et rien n'est de tout.